L'histoire commence alors que Kamichiro effectue le même trajet quotidien pour aller faire le même travail tous les jours de sa vie misérable. On lui a toujours dit qu'une vie routinière mènerait au bonheur, mais une petite partie de lui aspire à quelque chose de différent. Kamichiro observe attentivement une scène étrange à la télévision et est stupéfait lorsqu'il se retrouve téléporté ailleurs. Un homme lui dit qu'il est celui qui gère le système solaire, alors Kamichiro se demande si cela fait de lui un extraterrestre. L'homme répond qu'il est plutôt proche d'un dieu, et il montre à Kamichiro une planète appelée Mathius. Mathius ne parvient pas à prospérer, quoi qu'il fasse, car les civilisations sur la planète disparaissent régulièrement. Cet échec dure depuis trop longtemps, alors l'homme a décidé de prendre une mesure plus radicale, il va donner à cette planète une seule goutte d'eau, car même une seule goutte peut créer des vagues géantes capables de changer la planète entière. Étonnamment, il a choisi Kamichiro pour être cette goutte d'eau. C'est une lourde responsabilité aux yeux de Kamichiro, mais le dieu lui explique qu'il n'est de toute façon plus en vie, et que s'il ne part pas, il disparaîtra avec son âme. Le dieu sait exactement comment rendre l'accord plus intéressant, car il explique qu'il donnera à Kamichiro des pouvoirs spéciaux, autant qu'il le souhaite. Le dieu commence par lui donner de la magie et un maximum de mana, mais il veut savoir ce que Kamichiro souhaite. Kamichiro passe instantanément du scepticisme à l'excitation et déclare qu'il veut que de jolis partenaires se joignent à lui dans sa quête. À la grande joie de Kamichiro, le dieu lui explique qu'il les rencontrera en temps voulu, et il continue à lui donner des pouvoirs. Il renforce la capacité de recherche de Kamichiro et lui permet de gagner de l'argent en vendant des matériaux. Il ajoute un sac à main dans lequel il peut mettre tous les matériaux qu'il a rassemblés, ainsi que la capacité de comprendre toutes les langues du monde. De plus, pour renforcer sa défense, il donne à Kamichiro plusieurs résistances. À ce moment-là, Kamichiro commence à disparaître, ce qui signifie qu'il est presque temps pour lui de partir. Le dieu se demande s'il n'a pas donné trop de capacité à Kamichiro, mais il est trop tard pour revenir en arrière. Il exprime toutefois son inquiétude lorsqu'il voit qui sera le partenaire de Kamichiro et se demande si tout ira vraiment bien. Cela effraie Kamichiro, mais le dieu n'a pas le temps de lui expliquer et se contente de lui dire que tout ira bien. Quelques instants plus tard, Kamichiro se réveille dans son nouveau monde et dans son nouveau corps. Il ne sait pas vraiment ce qu'il est censé faire, alors il part à la recherche d'un endroit où il y a des gens. Kamichiro trouve un village, mais il se rend compte qu'il ne pourra pas acheter de nourriture sans argent. C'est alors qu'il se souvient que le dieu a renforcé sa capacité de recherche afin qu'il puisse trouver des matériaux à vendre. Kamichiro active son pouvoir magique de recherche, mais il est déçu de ne rien voir se produire. Il se rend compte qu'il s'est mal exprimé, alors lorsqu'il prononce correctement la formule, de petits symboles apparaissent partout. Les symboles lui indiquent où se trouvent les matériaux, et en prononçant le mot « scan », il obtient plus de détails à leur sujet. Kamichiro est ravi d'avoir des pouvoirs aussi utiles, et il n'en revient pas de sa chance lorsque le premier matériau qu'il ramasse est de rang B. Kamichiro passe plus de temps à rassembler tous les matériaux indiqués par son pouvoir, mais la plupart d'entre eux s'avèrent être de rang inférieur. Tout est de rang E, mais une pierre étrange attire l'attention de Kamichiro. Il pense qu'elle pourrait avoir de la valeur en raison de sa beauté, mais il s'avère qu'il s'agit simplement d'une crotte, et il ne comprend pas pourquoi elle est de rang C et Kamichiro est tout de même satisfait, car il a au moins appris que les objets qu'il peut vendre sont classés par différents symboles et qu'il peut les trouver en utilisant sa magie de recherche. Son sac rempli de matériaux, Kamichiro est impatient de savoir combien d'argent il va gagner, alors il se précipite vers le village. Le garde à la porte suppose que Kamichiro est un chevalier en raison de sa taille incroyablement grande, mais Kamichiro répond simplement qu'il est vendeur de matériaux. Cela ferait de lui un spécialiste de la collecte, ce qui, selon le garde, est assez rare. Il se présente sous le nom de Marlowe et explique à Kamichiro qu'ils n'ont pas de magasin de matériaux, mais qu'ils ont un magasin général. Kamichiro s'y rend directement, et le propriétaire du magasin est stupéfait lorsqu'il lui montre les excréments. Il les appelle les excréments d'un fourmilier marteau et est très impressionné par leur belle forme et leur belle couleur. Il félicite Kamichiro d'avoir trouvé un objet aussi rare et lui propose de lui donner 5 pièces d'or en échange. Kamichiro n'a aucune idée de ce que cela représente, alors l'homme lui explique qu'une nuit dans une auberge coûte 500 raves et qu'une pièce d'or vaut 1000 raves. Kamichiro fait le calcul dans sa tête et est choqué de découvrir que cet homme est prêt à payer 400 $ pour un étron. L'homme est beaucoup trop enthousiaste lorsque Kamichiro accepte son offre, et Kamichiro n'en revient pas qu'il se frotte même le visage avec. Notre héros lui montre le reste de son butin, et l'homme n'arrive pas à croire que Kamichiro ait tout trouvé tout seul. Il se demande pourquoi il apporterait des objets aussi précieux dans une boutique perdue au milieu de nulle part, alors Kamichiro répond simplement qu'il aime voyager tout en collectant toutes sortes de matériaux. Après avoir vu les compétences de Kamichiro, l'homme décide de lui demander une faveur. Il révèle qu'il y a un minerai de mithril dans une montagne voisine et il veut que Kamichiro aille le chercher. Kamichiro est toujours partant pour une aventure, alors il accepte, et l'homme lui donne 360 000 raves pour toutes ses affaires. La conversion de cette somme fait presque s'évanouir Kamichiro, car elle équivaut à près de 25 000 $. Avant le départ de Kamichiro, l'homme lui révèle qu'il y a des monstres dans la montagne,
mais il est sûr que Kamishiro pourra s'en occuper. Avant de se rendre dans la montagne, Kamishiro passe une nuit dans une auberge, et une fille lui apporte un bol d'eau. Cela coûte 30 raves, et Kamishiro est surpris d'apprendre que c'est pour se laver. Bien sûr, notre héros préférerait prendre un bain, mais il est horrifié lorsqu'elle lui explique qu'il n'y a pas de bain ici, les sorciers sont capables de nettoyer les gens avec de la magie, mais il n'y en a pas non plus en ville. En entendant le mot « magie », Kamishiro a une idée, alors il paie la jeune fille pour l'eau afin qu'elle puisse partir. Une fois seul, Kamishiro essaie quelques mots, et lorsqu'il dit « nettoyer », la magie s'active. Quelques instants plus tard, Kamishiro se rend compte qu'il n'a jamais été aussi propre et comprend qu'il peut faire n'importe quel type de magie tant qu'il trouve le mot juste. Sur le chemin de la montagne, nous voyons que Kamishiro commence à comprendre le fonctionnement de la magie, et il est choqué de trouver pour la première fois le symbole d'une bêche. Il se précipite pour voir de quoi il s'agit, mais est horrifié lorsqu'il découvre qu'il s'agit d'un squelette. Son pouvoir lui permet même de voir le nom de la personne décédée et son rang. Mais le plus intéressant, c'est l'amulette familiale qu'il trouve à côté du squelette. Son pouvoir lui révèle que l'amulette a été fabriquée par la mère du défunt, et Kamishiro décide qu'il ne peut pas laisser le corps tel quel. Après avoir lu la lettre qui se trouvait à l'intérieur, une lettre sincère de la sœur du défunt lui demandant de ne pas trop se surmener, Kamishiro enterre le squelette, se rend dans une autre région et crée une barrière autour de lui. Il met ensuite plusieurs herbes qu'il a cueillies et des assaisonnements dans un bol avant d'y ajouter de la viande. Kamishiro s'étonne lui-même en goûtant le délicieux ragoût et déclare que se retrouver dans un autre monde est la meilleure chose qui puisse lui arriver. Il finit par atteindre la forêt des dragons anciens, un endroit dangereux où pullulent les monstres. Kamishiro utilise une lampe pour mieux voir tous les symboles, mais il ne voit aucun minerai. Il ne voit pas non plus le moindre animal, et se demande si c'est parce qu'il sent très mauvais en ce moment. Kamishiro l'accepte simplement, car cela signifie qu'il ne sera pas attaqué, et il est soulagé lorsqu'il aperçoit la fin de la forêt. Malheureusement, il s'avère que c'est aussi la fin du sol sous ses pieds, et Kamishiro tombe d'une falaise. Kamishiro passe en revue tous les mots auxquels il peut penser, mais aucun ne fonctionne. Flotter et léviter ne fonctionnent pas, mais il essaie finalement voler, et cela active la capacité de voler. Kamishiro atterrit en toute sécurité sur le sol et est ravi de voir le symbole des minerais tout autour de lui. Il se met au travail et en ramasse autant qu'il peut, mais il ne trouve toujours pas de minerai de mithril. Il remarque un symbole à peine visible, ce qui signifie que le minerai doit se trouver plus profondément dans la paroi de la montagne. Kamishiro dit alors « flamme » et utilise une boule de feu pour détruire la paroi. Cela fonctionne parfaitement, car il trouve enfin le minerai de mithril, mais il n'y en a pas beaucoup. La grotte commence à trembler, ce qui signifie qu'elle risque de s'effondrer, mais Kamishiro veut voir jusqu'où il peut aller. En explorant davantage, il arrive dans un endroit étrange où l'eau est plus claire qu'il ne l'a jamais vue. En analysant l'eau, il découvre qu'elle est de double rang S, et qu'il s'agit de la chose la plus précieuse qu'il ait trouvée jusqu'à présent. En lisant les détails, il apprend que l'eau contient l'élément magique d'un dragon ancien, ce qui signifie qu'un dragon doit vivre ici. Kamishiro décide de ne pas s'en soucier et se prépare à prendre autant d'eau que possible. Avant de jeter l'eau contenue dans son récipient, Kamishiro veut d'abord vérifier si l'eau du dragon est potable, alors il va en prendre une poignée. À ce moment-là, un dragon terrifiant émerge de l'eau et est furieux que Kamishiro ne lui réponde pas. Kamishiro est incrédule, et le dragon est également surpris, car Kamishiro a réussi à résister à sa pression. Kamishiro s'excuse immédiatement d'avoir envahi le territoire du dragon, et celui-ci est impressionné par son courage. Kamishiro se présente et explique qu'il est un humain, mais le dragon a du mal à le croire. Le dragon a senti une quantité impressionnante de mana émaner de lui, suffisamment pour le réveiller de son sommeil. Kamishiro n'a aucune idée de ce dont il parle, mais le dragon lui explique que son mana est suffisamment puissant pour rivaliser avec le sien. Le dragon ancien s'appelle Voldia, et il révèle qu'il a une requête à adresser à Kamishiro. Voldia reconnaît la pureté de la force de Kamishiro, et cela lui fait penser que Kamishiro pourrait être capable de réveiller son enfant. Bien sûr, le dragon ne lui demande pas de le faire gratuitement, et il révèle qu'il donnera à Kamishiro une tonne de minerai de mithril en échange. Voldia montre à notre héros l'œuf qui ne veut pas éclore, mais Kamishiro n'a aucune idée de ce qu'il est censé faire. Voldia lui demande de y verser son mana de la même manière qu'il a créé sa lumière. Kamishiro prononce le mot « chaleur » pour le réchauffer, mais il s'inquiète lorsqu'une grande puissance surgit tout autour de lui. Il y a clairement un problème, mais Voldia éclate de rire. Le corps de Kamishiro commence à être aspiré dans l'œuf, et il repense à son arrivée dans ce monde, où il espérait en découvrir davantage avant de mourir. Quelques secondes plus tard, Kamishiro se retrouve dans un endroit étrange, et une voix le traite d'imprudent. Kamishiro se demande s'il s'agit du dieu qu'il a vu plus tôt, mais il se rend compte qu'il s'agit d'une autre personne. Cette fille explique qu'elle manipule cette planète depuis des dizaines de milliers d'années, mais qu'il n'a fallu qu'une journée à Kamishiro pour provoquer une énorme perturbation, et cela ne lui plaît pas. Kamishiro n'a aucune idée de ce que cette fille essaie de lui dire, mais elle le renvoie simplement.
Kamishiro est confus lorsqu'il revient dans le monde, mais heureux de voir qu'il a réussi à faire éclore l'œuf. Voldia demande à Kamishiro de donner un nom au bébé, mais Kamishiro ne sait pas s'il doit le faire. Voldia lui explique que ce n'est pas grave, car l'enfant a déjà son vrai nom, et qu'il veut simplement que Kamishiro lui donne son nom commun. Kamishiro accepte et nomme le bébé dragon B, pour « Noir ». Voldia dit à B d'explorer le vaste monde autant qu'il le souhaite, et celui-ci rejoint le groupe de Kamishiro. Kamishiro fait remarquer que le petit vient de naître et se demande s'il est judicieux que Voldia le laisse partir avec un étranger comme lui, mais Voldia ne s'inquiète pas. Il souligne que Kamishiro est plus fort que lui et qu'il se sent en sécurité en lui confiant son enfant. Voldia donne ensuite sa récompense à Kamishiro en tirant un rayon sur son sac, puis il lui dit au revoir. Kamishiro demande officiellement à B s'il l'accompagnera dans son voyage de collecte, et le petit dragon accepte. Kamishiro est aux anges, mais il commence par nettoyer le petit dragon malodorant. Kamishiro remonte à la surface, où B fait l'expérience de sa première sortie à l'extérieur. Il peut être dangereux de s'aventurer dans la forêt lorsqu'il fait nuit, et Kamishiro commence à avoir très faim. Il dit donc à B qu'ils vont simplement installer un campement pour la nuit. Dans la boîte à objets de Kamishiro, on voit qu'il possède plusieurs éléments magiques de type odorant S-double. Il s'agit d'eau mana imprégnée de l'essence qui s'est échappée de l'ancien dragon, et elle est essentielle pour élever un dragon nouveau-né comme B. Il s'avère que Kamishiro n'a pas seulement un peu de cette eau, Voldia a en fait relié sa boîte à objets au lac souterrain, et Kamishiro dit donc à B de boire autant qu'il le souhaite. Ils ont une réserve inépuisable, et Kamishiro veut que son nouvel ami grandisse en bonne santé. B en propose à Kamishiro, et notre héros boit cette eau classée double S et est émerveillé par sa pureté. Avant qu'il ne fasse trop sombre, Kamishiro crée une barrière à l'aide de pierres magiques. D'après l'encyclopédie qu'il a achetée chez Jérôme, les pierres magiques sont très précieuses. Grâce à tous les pouvoirs que le dieu lui a accordés, Kamishiro peut en fait fabriquer des pierres magiques assez facilement. À sa grande surprise, Kamishiro en utilise une pour allumer un feu et se met à cuisiner. Il assaisonne un morceau de viande à la perfection, puis se lance dans la préparation d'un ragoût. Ce n'est que la deuxième fois qu'il prépare une soupe à la viande, mais il s'en sort si bien qu'il pourrait en manger sans faim. B salive devant cette délicieuse soupe, alors Kamishiro lui en sert un peu tout en l'avertissant qu'elle est peut-être chaude. Mais le petit dragon impatient ne tient pas compte de son avertissement et finit par se brûler la langue. Kamishiro la refroidit correctement, comme un bon gardien, et B peut enfin savourer ce délicieux repas. Le ventre plein, B se détend, et Kamishiro est soulagé de voir que le dragon est capable de consommer autre chose que de l'eau. Cela signifie qu'ils peuvent manger les mêmes aliments ensemble, et Kamishiro est impatient de trouver d'autres recettes. Kamishiro ne peut s'empêcher de se demander si B se sent seul après avoir quitté son père, mais B se contente de le serrer dans ses bras. B semble très heureux, et Kamishiro en conclut qu'il essaie de lui dire qu'il ira bien tant qu'ils seront ensemble. B est vraiment adorable, et Kamishiro est surpris de découvrir qu'un être aussi petit que lui est classé B. Mais ce n'est pas tout, car B possède des compétences et des capacités incroyables. Kamishiro ne s'en soucie toutefois pas beaucoup, car B n'est encore qu'un enfant, et les enfants ont besoin d'être guidés correctement. Kamishiro devient très sérieux et dit à B que même s'il est plus fort que lui, cela ne signifie pas qu'il peut se comporter de manière imprudente. Il souligne que Voldia serait très contrarié s'il lui arrivait quelque chose, mais B est déjà inconscient. Le lendemain matin, Kamishiro remonte la falaise d'où il est tombé et arrive dans la même forêt. Elle semble beaucoup moins effrayante qu'auparavant, et Kamishiro se demande ce qui a bien pu se passer pendant la nuit. Kamishiro n'y prête pas attention, supposant qu'il s'agit d'une forêt mystérieuse, et il y retourne. Il décide que c'est le bon moment pour rassembler des matériaux et se rappelle de se concentrer sur la recherche d'objets de rancée. Kamishiro utilise sa capacité de recherche pour révéler tous les symboles au-dessus de plusieurs objets, et il trouve beaucoup de choses intéressantes. À ce moment-là, B se précipite à ses côtés, terrifié par quelque chose. Kamishiro utilise à nouveau sa capacité de recherche, mais cette fois-ci, il se concentre sur la recherche de monstres agressifs. Cela révèle au moins 7 monstres à proximité, ce qui est très différent de la dernière fois où il était dans la forêt et où il n'y avait aucun monstre. Kamishiro pense que c'est parce qu'il sentait très mauvais, et il en conclut que son odeur a dû s'estomper. Cela n'a pas d'importance, car ils sont en danger, mais Kamishiro dit que vaincre des monstres ne sera pas si mal. Il acquérera une bonne expérience, et les monstres pourraient avoir des matériaux précieux. À ce moment-là, la situation empire lorsqu'un faucon géant apparaît derrière eux. C'est une bête de rancée, mais Kamishiro n'a pas peur du tout, car il le trouve plutôt mignon comparé au terrifiant Voldia. Son pouvoir lui révèle que sa viande est riche et sucrée, avec du gras, ce qui ravive son intérêt. Elle pourrait être vraiment savoureuse, et Kamishiro écarquille les yeux en voyant l'oiseau comme un ingrédient géant pour sa prochaine recette. Kamishiro se protège, lui et son compagnon, avec un bouclier et invoque des aiguilles de glace pour attaquer. Kamishiro n'aime pas prendre des vies, mais s'il doit chasser, il ne le fera que pour survivre. Il lance les projectiles, qui transpercent la bête, et Kamishiro célèbre son acquisition d'une viande délicieuse.
Bi fait remarquer nerveusement que les autres bêtes sont arrivées, mais Kamishiro les voit simplement comme de la viande supplémentaire. Avant qu'ils ne puissent attaquer, Kamishiro prononce les mots « rapide » pour accélérer ses mouvements et « réduction » pour alléger son corps. Une fois dans les airs, Kamishiro durcit ses bras et ses jambes, puis s'écrase sur l'un des monstres. Ses coups de poing sont beaucoup plus puissants qu'il ne l'aurait imaginé après s'être durci, et ses coups de pied sont également très efficaces, puisqu'il détruit un autre loup. Kamishiro est satisfait de son nouveau corps grand, car ses coups de pied sont beaucoup plus efficaces grâce à ses jambes très longues. Kamishiro s'occupe du reste de la meute et prend un moment pour rassembler toute la délicieuse viande qu'il vient de gagner. Après avoir tout emballé, Kamishiro constate cependant que de nombreux autres monstres approchent. Kamishiro ne pense pas pouvoir continuer à se battre tout au long de la forêt, alors il essaie de trouver un plan. Bi l'entend et essaie de les faire s'envoler ensemble, mais c'est difficile. Kamishiro dit qu'ils peuvent essayer autre chose, mais le petit dragon n'abandonne pas et commence à soulever son père humain. Kamishiro est impressionné par la force de Bi et l'aide en utilisant la réduction sur lui-même pour s'alléger. Cependant, cela s'avère beaucoup trop efficace, car les deux s'envolent directement dans le ciel. Kamishiro dit calmement à Bi qu'il monte trop haut, alors Bi le lâche, et Kamishiro crie pour sauver sa vie. Bi l'empêche de s'écraser au sol, et Kamishiro est simplement heureux d'être en vie. Un coup d'œil à la carte révèle qu'ils ont parcouru une grande distance, alors Kamishiro remercie Bi d'avoir travaillé si dur pour les sortir de là vivants. Kamishiro rappelle à Bi qu'il est un humain, et que le dragon doit donc être un peu plus doux avec lui, mais Bi ne comprend pas de quoi il parle. Kamishiro dit que ce n'est pas grave et dit simplement à Bi qu'il comptera à nouveau sur lui à l'avenir. Bi est ravi d'entendre un tel compliment et écrase les entrailles de Kamishiro dans une étreinte digne d'un dragon. Kamishiro révèle qu'il reste plusieurs jours de voyage avant d'atteindre le village, mais Bi est plus intéressé par le bâton qu'il porte. Il s'agit d'une branche d'arbre qu'il transportait dans son sac, et son pouvoir lui révèle qu'elle provient d'un arbre célèbre appelé Yggdrasil. C'est un arbre légendaire, et la branche est de double rang et à ce moment-là, Bi semble avoir une idée et souffle sur la branche. Kamishiro n'a aucune idée de ce qu'il fait et il est choqué lorsque le souffle de Bi transforme la branche en une sorte de bâton. Il s'avère que le souffle de Bi est imprégné de mana, et lorsqu'il a soufflé dessus, cela l'a réveillé. Kamishiro a dit à tout le monde qu'il n'était qu'un simple ramasseur de matériaux, il se demande donc s'ils vont se méfier s'ils le voient avec le bâton. Il est plutôt cool, mais Kamishiro ne veut pas non plus être considéré comme un mage tape à l'œil. À ce moment-là, Kamishiro entend un grognement au loin et prévient Bi de se mettre à l'abri. La bête semble féroce, mais Bi se précipite vers elle et Kamishiro se précipite à sa suite. Bi lui montre quelque chose, et Kamishiro est surpris de trouver une elfe blessée. Elle semble avoir été attaquée par un monstre, mais la jeune fille révèle que ce n'est pas le cas. Son estomac grogne comme une bête, et Kamishiro n'arrive pas à croire que c'était le monstre dont il avait peur. Elle révèle qu'elle n'a pas mangé depuis 3 jours, mais que ce dont elle a le plus besoin, c'est d'eau. Kamishiro lui donne le reste de son eau potable, et la jeune fille le remercie de lui avoir sauvé la vie. Son estomac ne cesse cependant de gargouiller, et Kamishiro se souvient que l'aubergiste lui a donné un déjeuner spécial à emporter. La jeune fille accepte avec empressement cette offre généreuse, et Kamishiro ne se souvient pas avoir lu dans aucun des livres qu'il a lu qu'une elfe se comportait comme elle. À ce moment-là, Kamishiro s'inquiète lorsque la jeune fille cesse de manger, mais c'est simplement parce que la nourriture est incroyablement bonne. La jeune fille a l'impression d'être montée au paradis tant le goût est délicieux, mais Kamishiro pense que c'est probablement parce qu'elle était affamée. La jeune fille déclare de manière théâtrale qu'elle a été ressuscitée pour manger davantage, mais Kamishiro sent que quelque chose ne va pas. Il fait remarquer qu'ils sont assez loin du village, mais pas au point qu'elle ait pu manquer de nourriture. La jeune fille tente d'expliquer qu'elle était pressée, mais cela ne convainc pas Kamishiro, car les voyageurs ont généralement des rations préparées. L'elfe n'apprécie pas toutes ces questions, et elle est sauvée par son odeur. Kamishiro a toujours imaginé que les elfes sentaient comme une brise printanière avec un soupçon de menthe poivrée, mais cette fille sent le fumier de vache. Elle est extrêmement vexée et explique qu'elle n'y peut rien, car elle campe depuis des jours. La fille dit qu'elle est pressée, alors elle remercie notre héros. Elle est toujours assez agacée par son insulte, mais elle n'a pas le temps et elle s'en va. Ensuite, Kamishiro prit son temps pour rassembler des matériaux pendant qu'ils sortaient de la forêt. Au moment où ils en sortaient, les deux hommes furent ravis de découvrir qu'une calèche passait justement par là. Kamishiro la regarda avec étonnement, car au lieu d'être tirée par un cheval, cette calèche était tirée par une licorne. Les licornes sont assez courantes dans ce monde, et ce n'est qu'un rang E. Le conducteur se demande si Kamishiro est une sorte de mage à cause de son bâton, mais notre héros le corrige en expliquant qu'il n'est qu'un simple collectionneur et marchand de matériaux. Cela impressionne encore plus le conducteur, car les collectionneurs spécialisés sont extrêmement rares. Kamishiro ne s'attendait pas à cette réaction et se dit qu'il ne se considère pas comme un spécialiste. Le chauffeur lui propose de le conduire au village, mais Kamishiro fait remarquer qu'il est plutôt corpulent et qu'il risque de ne pas rentrer dans la voiture. Heureusement, il y a beaucoup de place à l'intérieur de la calèche, et la famille semble très sympathique.
Pour une raison quelconque, depuis son arrivée dans ce monde, Kamichiro a remarqué que les enfants semblent beaucoup l'apprécier. Kamichiro est lui-même en quelque sorte parent maintenant, donc cela ne le dérange pas. Kamichiro espère vraiment ne pas causer trop de problèmes, mais l'homme lui explique que la règle du village est de s'entraider en cas de besoin. Toute la famille vit selon cette devise, et Kamichiro se dit que ses enfants doivent être très courageux pour voyager avec leurs parents dans une région aussi dangereuse. Les enfants sont très amicaux, alors Kamichiro les avertit qu'ils ne doivent pas faire trop confiance aux étrangers. Il leur dit que même lui aurait pu être un bandit, mais le garçon révèle qu'il savait depuis le début que Kamichiro était quelqu'un de bien. En effet, ils ont une cloche qui sonne dès qu'une personne dangereuse s'approche d'eux. C'est un dispositif très utile, et Kamichiro pense qu'il pourrait même en fabriquer un. Tout le monde se présente officiellement, mais les enfants entendent des gazouillis provenant du manteau de Kamichiro. Ils veulent vraiment voir quel genre d'animal il possède, mais Kamichiro les avertit qu'il s'agit d'un monstre assez rare. Elisa est surprise de le voir si secret, alors elle fait remarquer que les monstres ne sont pas si rares que ça et que les aventuriers les gardent souvent à leur côté. Kamichiro est ravi d'apprendre que les monstres sont très courants, alors il demande à Bi de sortir. Il lui demande également de ne mordre personne, et Bi sort avec un sourire. Les parents sont en fait assez choqués de voir un dragon, alors Kamichiro décide qu'il vaut mieux ne pas leur dire qu'il s'agit d'un enfant d'un dragon ancien. La famille suppose que Kamichiro doit être un chevalier dragon pour avoir un dragon, mais il leur dit simplement qu'il a trouvé un œuf de dragon par hasard. Bien sûr, cela les choque encore plus, car faire éclore un dragon à partir de son œuf n'est pas une tâche facile. En fait, c'est même inconcevable pour un humain. Alors que Bi taquine notre héros, Kamichiro se rend compte à quel point les dragons sont rares. Elisa explique qu'il rencontre rarement des chevaliers dragons, et qu'un vrai dragon est encore plus rare. Kamichiro n'a vu des chevaliers dragons que dans des jeux de rôle, il est donc certain qu'il les regardera fixement s'il en rencontre un. Cette nuit-là, ils installent leur campement, et Porin est impressionné par les pierres magiques que Kamichiro utilise pour éloigner les monstres. De plus, Bi les alertera si un danger approche, Kamichiro leur assure donc qu'ils seront en sécurité. Elisa annonce qu'il est l'heure de dîner, Kamichiro demande alors s'il peut cuisiner pour tout le monde. Elle accepte et les enfants sont fascinés lorsque Kamichiro sort une tonne d'ingrédients. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander s'il est un mage, mais Kamichiro explique que son sac est en fait une boîte à objets qui peut contenir une tonne de choses. Kamichiro termine de cuisiner sa soupe à la viande habituelle, mais cette fois-ci, il a ajouté un autre plat, qu'il appelle une salade de champignons et de légumes. Tout a l'air si appétissant que la famille se jette dessus avec enthousiasme. La femme et les enfants n'ont jamais rien goûté d'aussi délicieux, mais quelque chose semble clocher avec Porin. Tout le monde craint qu'il lui soit arrivé quelque chose de terrible, mais il s'avère simplement que le goût délicieux l'a fait fondre en larmes. Ils n'ont mangé que de la viande séchée jour après jour pendant leur voyage, et voir ses enfants si heureux de manger un festin l'a ému. Porin ne peut s'arrêter de pleurer, et Kamichiro rit de son exagération. Porin déclare que Kamichiro est sans aucun doute un mage et lui donne le titre de « sorcier du goût ». Tout le monde trouve cela hilarant, et bientôt, il est temps de jouer une petite chanson. Toute la famille se joint à eux, et tout le monde profite du reste de la soirée. Ce moment si animé amène Kamichiro à réfléchir sérieusement à sa vie et à toutes les choses qu'il n'avait pas réalisées. Il a appris que, comparé à manger seul en silence, passer du temps avec les autres n'est finalement pas si mal. Pour la première fois depuis son arrivée dans ce monde, Kamichiro a pu rire de tout son cœur. À l'heure du coucher, Kamichiro dit bonne nuit à Bi et contemple joyeusement les étoiles. Le lendemain matin, Kamichiro prend le temps d'apprécier les petites choses de la vie. Il lave une paire de ciseaux et se dit que travailler sur ce genre de choses est parfois très agréable. Elisa est surprise de le voir debout si tôt, alors Kamichiro lui explique qu'il était juste en train d'entretenir ses ciseaux. Kamichiro se dit alors que tout cela est arrivé par hasard, mais il commence à penser que rassembler des matériaux lui convient finalement très bien. Il est temps de partir pour le petit déjeuner, mais Kamichiro demande à conduire le chariot. Porin l'y autorise, mais la licorne avance un peu trop lentement, et Kamichiro lui demande d'accélérer. Ils avancent désormais rapidement, et Porin est surpris de voir que la licorne s'est déjà prise d'affection pour notre héros. Bi arrive pour les rejoindre à l'avant, et ils arrivent enfin au village de Tormi. Porin et sa famille doivent continuer vers leur destination, alors Kamichiro dit au revoir à ses nouveaux amis. Un homme explique que Porin travaille très dur pour subvenir aux besoins de sa famille, mais qu'il a beaucoup de mal à gagner sa vie. Sans chasse, ils ont à peine de quoi se nourrir et s'approvisionner. Kamichiro comprend alors pourquoi Porin a pleuré en voyant sa cuisine. Au début, Kamichiro trouvait cela normal, mais cette information lui fait vraiment prendre conscience de la chance qu'il a d'avoir des capacités qui lui permettent de rassembler des matériaux. Kamichiro va ensuite rendre compte à Jérôme du travail qu'il a accompli pour lui. Kamichiro lui montre tout ce qu'il a récolté pendant son voyage, mais il a également ajouté un petit quelque chose en plus. Jérôme avait envoyé Kamichiro chercher du minerai de mithril, mais Kamichiro a glissé un morceau de minerai magique de mithril dans son sac, juste pour voir ce qu'il dirait. Kamichiro devient cependant un peu nerveux,
car Jérôme regarde le morceau de minerai magique de Mithril depuis un certain temps et ne fait que grogner. Jérôme rompt finalement le silence pour murmurer que Kamichiro lui a apporté quelque chose d'assez fou. L'expertise de Jérôme lui dit que cette pierre que Kamichiro lui a apportée n'est pas une pierre normale. C'est un minerai magique de Mithril, et son incrédulité le pousse à demander à Kamichiro où il l'a trouvé. Kamichiro est choqué lorsque Jérôme lui révèle que ce minerai magique est légendaire et qu'il s'agit en quelque sorte d'une masse de mana concentrée. Même quelques petits morceaux de ce minerai pourraient remplacer toutes les pierres magiques utilisées dans tout le royaume. Des guerres seraient menées pour en obtenir suffisamment, et Kamichiro est stupéfait de réaliser qu'il a trouvé quelque chose d'aussi précieux. Jérôme est heureux que Kamichiro commence à comprendre sa véritable valeur, mais Kamichiro ne veut pas que quelqu'un découvre son incroyable capacité à trouver des trésors, alors il dit à Jérôme qu'il est simplement tombé par hasard sur ce morceau de minerai magique Mithril. Il est pratiquement impossible de trouver ce genre de choses, alors Jérôme en conclut que Kamichiro doit avoir beaucoup de chance et de talent. Il ne doute pas un instant que Kamichiro soit talentueux, car il sait se trouver au bon endroit au bon moment. Cependant, il affirme que le talent seul ne suffit pas. Si Kamichiro acquérait davantage de connaissances, il serait peut-être capable de trouver les objets les plus rares au monde. C'est pourquoi Jérôme suggère à Kamichiro de se rendre dans la ville de Belgamme. C'est une ville plusieurs fois plus grande que ce petit village, il y trouvera des tonnes d'informations, et il y a aussi une guilde d'aventuriers. Après avoir appris à connaître le monde, Kamichiro saura ce qu'il doit rechercher, et les magasins de la ville pourront payer le prix fort pour les matériaux que Jérôme ne pourrait pas se permettre. Jérôme aimerait rien de plus que de garder les compétences de Kamichiro pour lui, mais ce n'est pas juste. Jérôme voit son potentiel et souhaite que Kamichiro se fasse un nom. Kamichiro ne souhaite pas vraiment devenir célèbre, mais il aime beaucoup l'idée d'obtenir plus d'informations pour trouver des objets encore plus rares. Cette nuit-là, Kamichiro se documente. Il apprend que les aventuriers sont divisés en plusieurs catégories, combat, soutien et toutes sortes d'autres rôles. Après avoir été envoyé dans un autre monde, Kamichiro décide qu'il veut voyager et voir des choses qu'il n'a jamais pu voir auparavant. En tant qu'aventurier, il pourrait gagner de l'argent tout en voyageant. C'est décidé, Kamichiro se fixe comme objectif de rejoindre une guilde à Belgamme. Il n'est cependant pas pressé, car il y a encore des choses qu'il veut faire dans ce village. Il commence par demander à un boucher de découper le faucon des rochers qu'il a vaincu. Ensuite, il profite d'une soirée dans un petit festival où il partage un repas avec le garde qu'il a rencontré à l'entrée à son arrivée. Bien sûr, il rassemble également plus de matériaux, comme à son habitude, et la bouchère lui donne le bouillon en poudre qu'elle a préparé à partir des os du faucon des rochers. Elle lui est reconnaissante de sa clientèle, mais elle ne peut s'empêcher d'être triste en sachant que Kamichiro partira demain. Tout le monde dans le village va le regretter et aimerait qu'il reste un peu plus longtemps. Kamichiro avoue qu'il aimerait beaucoup, mais il y a trop de choses à voir dans le monde. Elle ne veut pas le retenir, alors elle lui offre un cadeau d'adieu, un panier repas, car il faudra un mois entier à Kamichiro pour se rendre à Belgamme et elle ne veut pas qu'il meure de faim. Kamichiro la remercie, mais elle est très inquiète pour lui et lui donne encore plus de nourriture. C'est un peu trop, mais Kamichiro est reconnaissant d'avoir une boîte à objets qui peut tout contenir. Cette nuit-là, Kamichiro repense au fait que Jérôme n'a finalement pas acheté le minerai magique de Mithril. Il est extrêmement précieux, alors Kamichiro se demande s'il y a un moyen de l'utiliser à bon escient. Kamichiro a l'impression d'avoir une dette envers les habitants de ce village, il veut donc transformer le minerai magique de Mithril en quelque chose qui leur soit utile. Kamichiro a l'idée d'utiliser la magie pour combiner le minerai magique de Mithril avec une lampe, et il tente le coup. Il commence par imaginer à quoi cela ressemblerait, et une fois qu'il a une image en tête, il est prêt à lancer le sort. Kamichiro prononce le mot « combiné » et sa magie parvient à fusionner le minerai magique Mithril avec la lampe. Kamichiro utilise son pouvoir de scan pour confirmer ce qu'il a créé et il est très satisfait du résultat. Le lendemain, tous les villageois font leurs adieux à Kamichiro et Bi. Porin doit retenir ses larmes et notre héros géant dit à Marlo, le garde, qu'il a fabriqué un outil magique pour eux. De l'extérieur, cela ressemble à une lampe normale, mais en réalité, elle projette une barrière autour de tout le village, tout ce qui a des intentions malveillantes ou nuisibles ne pourra pas y entrer. Les villageois n'ont jamais entendu parler d'un outil magique capable de faire une telle chose, et Marlo se demande si c'est vraiment quelque chose que Kamichiro veut leur donner gratuitement. Kamichiro répond que c'est sa façon de les remercier pour tout ce qu'ils ont fait pour lui, et de s'assurer qu'ils resteront tous en sécurité jusqu'à son retour. Les villageois le remercient tous pour ce cadeau incroyablement généreux, et Kamichiro déclare que le village de Tormi est désormais son foyer. Jérôme a un sentiment étrange à propos de cet outil magique. Il a du mal à croire que Kamichiro soit assez généreux pour faire ce qu'il pense, alors il vérifie par lui-même. Bien sûr, il est alors choqué lorsqu'il voit que Kamichiro a utilisé le minerai magique Mithril, incroyablement rare et précieux, pour fabriquer l'outil magique. Il est impossible qu'ils acceptent un cadeau aussi précieux, mais Kamichiro a déjà utilisé ses jambes géantes pour sprinter à 1 kilomètre du village. Tout le monde lui dit au revoir, et Kamichiro se réjouit des aventures qui l'attendent.
Peu après, Kamishiro profite de son voyage paisible, mais il rencontre bientôt un monstre géant. Son pouvoir lui révèle qu'il s'agit d'un crabe mât blanc de Rancé, qui peut être extrêmement dangereux. Il y a beaucoup plus d'informations à son sujet, mais ce qui intéresse le plus Kamishiro, c'est d'apprendre qu'il est comestible. Il semble qu'ils vont devoir se battre, mais cela ne le dérange pas car la chair de crabe est délicieuse. Kamishiro durcit son corps en préparation du combat, mais Bi prend les devants. Bi utilise une sorte de son supersonique pour causer des dégâts importants au crabe, qui est facilement vaincu. Kamishiro n'avait aucune idée que le petit dragon pouvait faire cela, mais il n'y a pas le temps de se réjouir car plusieurs autres crabes apparaissent. Ils sont encerclés, mais Kamishiro ne s'inquiète pas trop, car les crabes ne peuvent se déplacer que latéralement. Malheureusement, ce n'est pas le cas de ces crabes, et Kamishiro est terrifié de les voir foncer droit sur lui. Heureusement, Bi s'avère une fois de plus utile en soulevant Kamishiro dans les airs et en provoquant la collision des crabes. Le premier crabe se relève, mais cette fois, Kamishiro est prêt à se battre. Il déclare qu'il va se régaler de ses entrailles et utilise son super coup de grâce. Il s'agit du « Doria », qui consiste simplement à utiliser son bâton comme une batte de baseball pour envoyer le crabe valdinguer. Les crabes sont tous vaincus et notre héros célèbre sa victoire avec son meilleur ami. Cette nuit-là, Kamishiro jette un sort de durcissement sur sa main afin de pouvoir découper les crabes. Il met ensuite tous les morceaux dans une grande marmite et ajoute de l'eau. Une belle flamme porte l'eau à ébullition, et il ajoute beaucoup de sel pour aider à la cuisson et pour donner du goût. Une fois que c'est prêt, Kamishiro enlève la carapace, et lui et son compagnon savourent ce délicieux repas. Bien sûr, c'est délicieux, et Kamishiro a hâte de voyager dans d'autres endroits pour goûter d'autres plats tout aussi succulents. Quelques jours plus tard, Kamishiro est émerveillé par la taille et la beauté des remparts qui entourent Belgaum. La ville est immense, et sa guilde d'aventuriers est la plus grande du continent. Il y a un contrôle avant d'entrer dans la ville, alors Kamishiro fait la queue. Il ne veut pas trop se faire remarquer, alors il décide d'utiliser la magie pour déguiser son sac d'objets afin qu'il ressemble à un sac normal. C'est bientôt le tour de Kamishiro d'être contrôlé, alors il demande à Bi de rester calme et de se cacher dans son manteau. Comme d'habitude, les gardes sont surpris d'apprendre que Kamishiro est un collecteur de matériaux, car c'est extrêmement rare. Ils supposent qu'il est à Belgaum pour vendre des marchandises, mais Kamishiro répond qu'il est simplement venu ici parce qu'il s'intéresse à la guilde des aventuriers. Belgaum est la ville du commerce et de l'aventure, ils lui disent donc qu'il est au bon endroit. Avant qu'il ne puisse entrer, le garde explique qu'il doit lancer un sort appelé « Avri » sur Kamishiro. Le sort Avri est simplement un sortilège qui permet de vérifier si un nouveau venu est suspect ou non. Tout se passe bien, car le sort Avri ne révèle rien d'inhabituel, et tout ce qui se trouve dans le sac de Kamishiro est également en ordre. Kamishiro est soulagé, mais il ne peut s'empêcher de se demander ce que les autres voient lorsqu'il regarde ses statistiques. Il est curieux de vérifier si sa capacité de scan peut lui montrer ce que les autres voient, mais sa première tentative ne lui montre que les statistiques du garde. Cependant, cela fonctionne lors de sa deuxième tentative, et il voit que son propre statut indique qu'il n'a pas encore été classé. Il est également indiqué qu'il peut utiliser la magie, mais il n'y a rien d'extraordinaire à son sujet, c'est pratiquement vide, ce qui lui fait réaliser que toutes les capacités supplémentaires que le dieu lui a données n'apparaissent pas dans son écran de statut. Kamishiro est autorisé à entrer, mais le garde remarque quelque chose d'étrange, son détecteur indique quelque chose appelé « la bénédiction du dragon », alors Kamishiro décide de leur montrer. Il demande à Bi de se révéler, et les gardes s'exclament immédiatement qu'il est mignon. Le garde se corrige rapidement et note que Kamishiro est accompagné d'un dragon. Les partenaires doivent porter une étiquette prouvant qu'ils appartiennent à leur propriétaire, alors Kamishiro cherche quelque chose dans son sac. Il trouve un charme que les enfants lui ont donné plus tôt et l'utilise comme étiquette qu'il place sur la queue de Bi. Tout est en ordre maintenant, et le garde explique qu'il va simplement envoyer un message au maire pour l'informer qu'un dragon est entré dans la ville. Cela ne devrait toutefois pas poser de problème, et les gardes souhaitent la bienvenue à Kamishiro à Belgaum. En entrant, Kamishiro remarque la diversité des personnes présentes et a l'impression d'être à nouveau arrivé dans un autre monde. Kamishiro se rend rapidement à la guilde, où il est accueilli par Ariana, la réceptionniste. Elle lui tend le formulaire d'inscription, et il se rend compte que ce sera la première fois qu'il écrira dans ce monde. Il a pu comprendre la langue dès le début grâce aux capacités que lui a donné le dieu, mais il ne sait pas ce qui se passera lorsqu'il essaiera d'écrire. Kamishiro écrit dans son ancienne langue et il est surpris lorsque son écriture se transforme automatiquement en mots de la langue de ce monde. Il n'a aucune idée de la compétence qui se cache derrière cette petite astuce, mais il se dit que c'est très pratique. Ariana examine son formulaire et lui demande s'il a déjà combattu. Kamishiro répond par l'affirmative et énumère tous les monstres qu'il a vaincus. Ariana lui demande s'il a des preuves, alors Kamishiro réfléchit à ce qu'il pourrait lui montrer. Il trouve une idée, mais prévient qu'elle est assez importante. Ariana s'en moque, mais elle est stupéfaite lorsque Kamishiro sort le crabe géant entier de son sac. Elle panique lorsqu'il écrase la table, et Kamishiro explique qu'il s'agit d'un crabe mât blanc. Le monstre a une grande valeur,
et Ariana déclare que c'est une preuve acceptable de son expérience au combat. Un homme ressemblant à un ours se rend compte que le fait de transporter un crabe géant signifie que Kamishiro doit avoir un sac d'objets. Cela le rend méfiant, alors il utilise un pouvoir sur Kamishiro. Les résultats lui indiquent que Kamishiro ne ment pas, et l'homme ours dit à Ariana que tout va bien, qu'ils n'ont rien à craindre car son pouvoir montre que Kamishiro est bleu. Bien sûr, Kamishiro n'a aucune idée de ce dont il parle, alors l'ours explique qu'il vient de lui lancer un sort d'Avri. La version d'Avri de l'ours est différente de toutes les autres, car elle lui permet de lire la nature d'une personne. Le bleu signifie que la personne est honnête et n'a pas de mauvaises intentions. Cela fait, l'ours déclare qu'il est temps de passer au processus d'évaluation et au paiement. Ariana explique rapidement que Kamishiro est là pour s'inscrire, car l'ours pensait qu'il était venu pour vendre le crabe géant. Kamishiro choque alors tout le monde en expliquant qu'il ne vend pas ses crabes, mais qu'il les mange. L'homme ours se demande si Kamishiro fait partie d'un groupe, alors il répond qu'il fait partie d'un groupe avec son petit ami dragon. Bien sûr, tout le monde est stupéfait, car un cueilleur de matériaux est déjà rare en soi, mais un cueilleur qui voyage avec un dragon est tout simplement inconnu. Des rumeurs ont même commencé à circuler au sujet d'un cueilleur qui voyage avec un dragon, et tout le monde est donc impatient de voir cet aventurier débutant si prometteur. Malgré tous ses efforts, Kamishiro semble avoir attiré beaucoup d'attention sur lui, et il se rend compte qu'il ne peut rien y faire. Ariana l'éloigne de la foule et termine son inscription. Elle explique que, selon les règles de la guilde, tout le monde commence au rang le plus bas, F, et elle remet à notre héros son bracelet d'aventurier. B fait remarquer qu'ils sont désormais assortis, et les deux se préparent enfin à commencer leur nouvelle aventure. Peu après, Kamishiro remet tous les objets qu'il a trouvés sur le squelette près du village de Tormi à la famille du défunt. L'aventurier s'appelait Belryo et, d'après les gardes, il avait accepté une quête afin d'acheter des médicaments pour son père. Kamishiro leur assure que Belryo n'a pas souffert lorsqu'il est mort, mais ils ne peuvent s'empêcher de pleurer. Sa mère est déçue car Belryo était toujours imprudent et causait beaucoup de problèmes, mais Kamishiro lui explique qu'il essayait de faire quelque chose de bien pour eux. Il remercie Kamishiro de leur avoir rapporté ses affaires, mais il est clair que la santé du père décline. Kamishiro avait seulement l'intention de leur rendre ses affaires, mais il a une meilleure idée. Il leur demande la permission de les aider et leur dit que ce qu'il prévoit de faire ne prendra qu'une minute. Plus tard, Kamishiro va vendre un tas de matériaux à la guilde. L'expert n'a jamais vu de champignons aussi gros que ceux que Kamishiro lui apporte, et il explique que le client pour lequel Kamishiro travaille est très satisfait, à tel point qu'il a demandé à travailler spécifiquement avec Kamishiro à l'avenir. Ariana arrive et révèle que ce dernier client n'est pas le seul. Il y a des tonnes de demandes spécifiquement pour Kamishiro, et Ariana ne lui en a apporté que quelques-unes. Il y en a beaucoup trop pour que Kamishiro puisse les traiter toutes pour le moment, mais il en accepte quelques-unes. Pendant qu'il prend son bain, Kamishiro se dit que cela fait déjà 2 semaines qu'il est arrivé à Belcam. La première fois qu'il est venu dans ces bains publics, ils étaient dégoûtants de saleté, alors il a utilisé son pouvoir de purification pour rendre l'eau cristalline. Grâce à cela, il peut désormais se débarrasser de sa fatigue à la fin de chaque journée. Un nouvel ami nommé Clay vient saluer Kamishiro et lui explique qu'il a pris son bain plus tôt que d'habitude car son ancienne blessure le fait souffrir. Clay a entendu dire que Kamishiro était capable d'utiliser la magie de guérison, et des rumeurs circulent selon lesquelles il aurait guéri une personne très malade dans les bidonvilles. Cette personne est en fait le père de Belryo, que Kamishiro a guéri plus tôt. Kamishiro préfère ne pas attirer l'attention sur lui, alors il dit simplement qu'il a imité ce qu'il avait vu auparavant. Les rumeurs disent également que Kamishiro l'a aidé gratuitement, ce qu'il confirme. C'est bien sûr très généreux de sa part, car il aurait pu gagner beaucoup d'or en accomplissant un tel miracle, mais Kamishiro s'en moque. Au contraire, il craint que le fait de l'avoir fait gratuitement ne suscite la haine des médecins de la ville. Clay ne peut que rire de la prévenance débordante de Kamishiro et décide de changer de sujet. Il rappelle à Kamishiro qu'il vient de recevoir une notification lui indiquant qu'il peut désormais augmenter son rang, mais Kamishiro se satisfait de son rang actuel. Kamishiro ne semble pas avoir la moindre once de cupidité en lui, alors Clay lui fait remarquer qu'il se démarquera encore plus en restant ainsi. C'est une critique valable, alors Kamishiro répond qu'il a tout de même un peu de cupidité, car il aimerait avoir des ciseaux très tranchants pour récolter des matériaux. Bien sûr, ce n'est pas ce que Clay avait en tête, alors il suggère à Kamishiro d'étudier davantage les choses de bon sens. Plus tard, Kamishiro reçoit son paiement pour un autre travail bien fait. Les employés de la guilde lui répètent sans cesse qu'il devrait demander à monter en grade, car ils sont convaincus qu'il n'aura aucun mal à atteindre un rang bien plus élevé. Kamishiro leur explique qu'il n'est pas intéressé, car il n'a pas l'intention d'essayer de gravir les échelons. Il est persuadé que s'il le fait, il s'attirera encore plus d'ennuis. Kamishiro veut simplement mener une vie simple et tranquille au rang le plus bas. Il se sent un peu coupable, car il semble vraiment vouloir qu'il monte en grade, mais Kamishiro n'est pas prêt à renoncer à sa vie paisible. Malheureusement, nous apprenons qu'il n'aura pas le choix, car quelqu'un fait irruption dans la guilde pour annoncer que des gobelins attaquent. C'est une terrible nouvelle et la vie paisible de Kamishiro est sur le point d'être bouleversée.
La guilde ordonne à tous ceux qui sont classés D et plus de se rassembler à la gare Nord. Ariana passe en revue la liste des aventuriers classés A, mais 2 des 3 sont en mission. Le troisième, cependant, est Clay, et il est toujours en ville. On l'appelle le Dragon King of Honor, et Ariana est envoyée le chercher. Kamichiro écoute, mais il se dit qu'il n'est que de rang F et que cela ne le concerne pas. Malheureusement, on l'empêche de partir et on lui dit qu'il accompagnera les autres aventuriers. Bien sûr, notre héros est choqué, mais il ne peut pas refuser d'aider la ville. Les aventuriers apprennent que les gobelins se dirigent tout droit vers Belcam, ils ne peuvent donc pas les laisser traverser le pont qui enjambe la rivière la plus proche. Les autres aventuriers sont impatients de se mettre en route, et Kamichiro ne peut que les comparer à une équipe sportive avant un match. Certains crétins réalisent que Kamichiro est classé F, ils lui disent donc de ne pas se mettre en travers de leur chemin. Ils se moquent de lui en supposant qu'il sera de toute façon trop effrayé pour faire quoi que ce soit, mais le responsable sait bien que ce n'est pas le cas. L'évaluateur de la guilde a beaucoup fait l'éloge de Kamichiro récemment, ce qui est très rare de sa part. Ce type, nommé Rodo, tente d'intimider notre héros, mais il est surpris de voir que Kamichiro ne semble pas impressionné. Malgré l'apparence fragile de Kamichiro, Rodo pense qu'il pourrait être quelqu'un de spécial. Kamichiro ne veut vraiment pas de tous ces éloges, car il ne veut pas se faire remarquer, mais il est trop tard, car Rodo semble l'avoir pris en affection. Rodo est convaincu que Kamichiro a été capable de se protéger, il déclare donc que tout ce qu'il lui reste à apprendre, c'est comment utiliser sa force pour protéger les autres. Rodo est le maître de la guilde et il part avec certains des aventuriers. Une fille nommée Musli reste avec Kamichiro, et elle lui dit qu'ils doivent faire de leur mieux. À leur base, Kamichiro doit poliment demander à Musli de descendre de lui, car elle a peur de tout. Elle n'arrive pas à prétendre qu'elle n'a pas peur, et Kamichiro se rend compte qu'il va y avoir des problèmes s'il ne la calme pas. Tout d'abord, il l'aide à accepter la réalité en reconnaissant qu'elle a peur. Ensuite, il lui rappelle qu'elle est capable d'utiliser la magie de guérison, et qu'elle devrait donc concentrer toute son attention sur le soin des blessés. Personne ne lui a dit qu'elle devait se battre, elle devrait donc être en sécurité. Enfin, il lui dit qu'il est normal d'avoir peur sur le champ de bataille. Les gens se font constamment du mal, il n'y a donc aucune honte à avoir peur. En fait, c'est cette peur qui les pousse à aller de l'avant, et ils ne peuvent faire que ce qu'ils peuvent pour survivre. Les talents de leader de Kamichiro brillent vraiment à ce moment-là, car ses paroles inspirent la petite souris à faire de son mieux. Clay rit de bon cœur en voyant Kamichiro parler avec tant de passion du combat. Kamichiro était sûr que Clay serait en première ligne du combat, mais Clay explique que ses blessures lui posent des problèmes les jours de pluie. Kamichiro comprend qu'il parle des cicatrices géantes sur son dos, mais Clay semble en avoir honte. Clay explique que les gens pensent généralement que les cicatrices sur le dos d'un guerrier proviennent de sa fuite devant ses ennemis. C'est la plus grande honte pour un guerrier, mais Kamichiro ne pense pas cela. Les cicatrices dans le dos peuvent aussi provenir du fait d'avoir protégé quelqu'un, et Clay confirme que c'est ce qui lui est arrivé. Kamichiro souligne que Clay a réussi à survivre à une terrible épreuve, ce qui est formidable car il pourra continuer à protéger les gens. À ce moment-là, les deux hommes sont en alerte, car le bruit signifie que quelque chose a brisé leur formation de chef. L'armée ennemie sera là dans peu de temps, alors Clay déclare qu'il doit partir. Kamichiro lui rappelle qu'il ne pourra pas se déplacer librement à cause de ses blessures, mais Clay est déterminé à protéger tout le monde, même si cela lui brise le corps. Kamichiro est toujours inquiet, mais Clay se précipite quand même vers le front. À proximité, les filles souris travaillent dur pour s'assurer que tous les aventuriers rentrent chez eux vivants. Les autres filles souris ont peur, mais Musli a vraiment pris à cœur les paroles de Kamichiro, et c'est maintenant elle qui inspire les autres. Elle fait de son mieux et Kamichiro se souvient que Rodo lui a dit d'apprendre à protéger les autres. Kamichiro décide que ce n'est pas le moment d'éviter les problèmes et qu'il doit agir. Il commence par créer une barrière géante autour de toute la base et dit à tout le monde qu'ils seront en sécurité. Les filles se demandent où il va, alors Kamichiro déclare avec confiance qu'il va s'occuper de Clay. Au front, nous voyons que les aventuriers sont largement surpassés en nombre par l'armée géante des gobelins. La situation ne fait qu'empirer et il semble de plus en plus probable que les monstres atteignent la ville. Kamichiro surgit alors de nulle part et durcit ses bras et ses jambes. Il assène un coup terrible à l'un des monstres, mais il ne peut s'empêcher de se sentir mal d'avoir blessé un humanoïde, même s'il s'agit d'un monstre. Il n'a toutefois pas le temps de se plaindre et demande à Bee de s'occuper des ennemis. Il dit aux aventuriers de se baisser, et Bee utilise une sorte d'attaque de foudre pour éliminer les gobelins. Les Avengers expliquent que le groupe principal est toujours en difficulté, car un monstre de haut rang est apparu et ils ont été séparés. Le monstre est un sergent gobelin et c'est la raison pour laquelle la ligne de front s'est effondrée. Quant à Clay, il se trouve juste devant. Plus haut dans la montagne, nous voyons que Clay élimine plusieurs gobelins, mais ses blessures le font tomber au sol. Clay craint que ce soit ainsi que sa vie touche à sa fin, mais Kamichiro arrive pour le sauver. Clay prévient que ce n'est pas un endroit pour quelqu'un comme Kamichiro, mais Kamichiro lui fait remarquer qu'il avait besoin de son aide. Kamichiro veut qu'il batte en retraite afin de pouvoir se regrouper avec les autres, mais ils n'ont pas le temps.
Le général gobelin est apparu et il n'y a aucun moyen de lui échapper. La bête les attaque immédiatement, et d'autres gobelins apparaissent. Clay dit à Kamishiro de courir pendant qu'il les retient, mais Kamishiro a plutôt une question à lui poser. Kamishiro se demande si les blessures de Clay sont vraiment importantes pour lui, mais Clay ne comprend pas pourquoi il aborde ce sujet maintenant. Kamishiro veut savoir si ces cicatrices renferment des souvenirs importants ou si elles lui rappellent quelqu'un de cher. Clay ne comprend toujours pas où il veut en venir, mais il explique que ces cicatrices ne sont qu'une nuisance. C'est ce qu'espérait Kamishiro, alors il demande à Clay s'il accepterait qu'il efface ses cicatrices. Clay n'a jamais entendu parler de quelqu'un capable de faire une telle chose, et Bi en profite pour étourdir les ennemis. Kamishiro jette alors un peu de son eau de dragon sur Clay et essaie de trouver un mot pour un sort qui permettrait de guérir complètement quelqu'un. Il prononce le mot inventé, Rid of Furious, débarrassez-vous de la fureur, et cela fonctionne, les blessures de Clay commencent à guérir. Cependant, cela s'avère douloureux pour une raison inconnue, et quelque chose d'étrange se produit. Clay finit par se transformer et se demande ce que Kamishiro a bien pu faire. Kamishiro répond innocemment qu'il essayait simplement de le guérir, mais que quelque chose d'autre s'est également produit. Clay est désormais un géant et dit qu'il sent son pouvoir déborder. Il n'est pas seulement guéri, il a l'impression d'avoir retrouvé la force de sa jeunesse. Clay se déchaîne alors et ne laisse aucun ennemi debout. Rodo arrive peu après et voit comment Kamishiro a libéré le véritable pouvoir de Clay. Mais ce n'est pas tout, car on lui a également parlé des sorts de magie puissants que Kamishiro utilisait auparavant pour combattre. Ce ne sont pas là les actes d'une personne ordinaire, il exige donc de savoir qui est vraiment Kamishiro. Kamishiro, comme toujours, se contente de répondre qu'il est un aventurier de rang F doué pour rassembler des matériaux, et Rodo comprend qu'il n'obtiendra pas plus d'informations de sa part. Il accepte la réponse de Kamishiro et lui dit qu'il sera récompensé pour son travail. Kamishiro le remercie et Rodo lui explique qu'ils compteront probablement à nouveau sur lui bientôt. Cette nuit-là, nous voyons que Clay est revenu à la normale, mais il veut des réponses. Kamishiro essaie d'agir comme si de rien n'était, mais Clay sent quelque chose de brûlant en lui. Il veut savoir exactement ce que Kamishiro a fait, alors Kamishiro explique qu'il les a simplement aspergés d'eau élémentaire magique et a lancé le sort, débarrassé de la fureur. Kamishiro avoue que l'eau provient d'une grotte souterraine où vit un dragon ancien, et Clay est choqué d'apprendre que cela signifie que Bi est le descendant d'un dragon ancien. Kamishiro explique qu'il pensait que l'eau accélérerait le rétablissement de Clay et qu'il devait agir rapidement dans cette situation d'urgence. Clay en conclut que Kamishiro est capable d'utiliser des sorts de guérison puissants, mais Kamishiro le corrige en disant qu'il ne fait que les imiter. Il imagine simplement à quoi ressemble un corps en bonne santé, ce qui améliore considérablement l'efficacité de ses soins. Clay n'en croit pas ses oreilles et demande à Kamishiro de lui dire qui il est vraiment. Kamishiro ne sait pas quoi faire, car il aimerait bien dire la vérité à son ami. Le dieu qu'il a envoyé ici ne lui a jamais dit qu'il ne pouvait en parler à personne, mais Kamishiro sait que cela pourrait causer des problèmes. Clay voit bien que Kamishiro a du mal à révéler la vérité, alors il décide que si c'est si difficile pour lui, il ne le forcera pas. Clay le remercie simplement avant de partir, mais Kamishiro décide de lui dire. Il fait confiance à Clay plus qu'à quiconque, alors Kamishiro révèle qu'il vient d'un autre monde. La situation devient très sérieuse pendant un instant, mais Clay montre alors son incrédulité. Kamishiro explique que sa vie s'est terminée dans un autre monde et qu'il a été ressuscité dans celui-ci. Bien sûr, Clay est sous le choc, alors Kamishiro lui raconte toute l'histoire. C'est assez difficile à croire, mais il est indéniable que Kamishiro a réussi à transformer Clay en dragonu. Kamishiro n'a aucune idée de ce que c'est, alors Clay lui explique que les dragonus sont une race ancestrale à l'origine des hommes lézards. Clay est honoré d'avoir été transformé en l'un d'entre eux, mais il a également peur car il a l'impression d'être sur le point de se perdre et de tout détruire. Kamishiro est sûr qu'il pourra apprendre à le contrôler un jour, mais Clay veut qu'il soit plus sérieux. Clay voulait dire à Kamishiro qu'il se comportait de manière trop désinvolte, et c'est maintenant à son tour de dire à Kamishiro tout ce qu'il a envie de lui dire. Le lendemain, Kamishiro se rend dans une armurerie, et une fille nommée Rib lui demande ce qu'il souhaite acheter. Kamishiro veut juste de nouveaux ciseaux pour récolter des matériaux, mais elle n'en vend pas. Elle se présente officiellement et est étonnée d'apprendre que Kamishiro est le récolteur dont tout le monde parle en ville. Étant donné son importance, Rib dit qu'elle pourrait peut-être l'aider. Le propriétaire du magasin s'appelle Grazu et c'est un forgeron de premier ordre, il pourrait donc fabriquer des ciseaux. Malheureusement, elle est occupée pour le moment car elle doit trouver quelque chose pour Grazu, alors Kamishiro lui propose son aide. Kamishiro s'arrête pour admirer le processus de forgeage, et Rib dit qu'elle aussi est tombée amoureuse des flammes de la forge. Son rêve est de voler un jour les techniques de forge de Grazu afin de pouvoir forger une épée digne d'un héros. Rib emmène Kamishiro rencontrer Grazu, qui est impressionné par la réputation de Kimiro, d'autant plus qu'il est un nouveau venu. Bien sûr, notre humble héros répond qu'il a simplement eu de la chance, et Rib explique qu'elle pense que Kamishiro peut les aider. Ils ont besoin de minerais d'Hildra pour fabriquer une épée qu'ils veulent présenter à l'exposition des artisans. Grazu déteste son idée,
car le minerai d'Hildra ne se trouve que dans la mine de Ryuei, un endroit extrêmement dangereux. Il est impossible qu'un simple cueilleur puisse y survivre, mais Ribble pense qu'il est leur meilleure chance. Les deux se lancent dans une discussion animée et Kamishiro n'en revient pas de la façon dont Ribble traite le légendaire forgeron. Grazu finit par faire remarquer que la mine de Ryuei est particulièrement dangereuse en ce moment, car elle n'est plus seulement infestée de monstres. Des rumeurs font état de la présence de démons dans les profondeurs, mais Ribble est déjà au courant. Si l'approvisionnement en minerai d'Hildra de la ville est en baisse, c'est parce qu'une chose terrifiante éloigne les gens de la mine. Ribble a omis de le dire à Kamishiro, alors Grazu lui rappelle qu'un forgeron qui ne sait pas apprécier la valeur de la vie n'a pas sa place derrière un marteau. Grazu apprécie qu'elle essaie de trouver de l'aide, mais il refuse d'envoyer mourir de jeunes cueilleurs simplement parce qu'ils sont désespérés. Ribble réalise à quel point elle a eu tort, mais Kamishiro a quelque chose à dire. Il est clair qu'ils ont besoin de ce minerai d'Hildra plus que tout, alors Kamishiro propose un marché aux forgerons. S'il leur procure le minerai, il aimerait que Grazu lui forge une paire de ciseaux en guise de récompense. Grazu n'arrive pas à croire qu'ils veuillent toujours y aller alors qu'ils viennent de dire que quiconque descend là-bas perdra la vie, mais Kamishiro est convaincu qu'il peut presque tout gérer. Kamishiro lui montre l'une des pinces qu'il a récupérées après avoir vaincu les crabes géants, et le forgeron est stupéfait, car il s'agit d'une bête que même les aventuriers de Ranbei ont du mal à combattre. C'est toute la preuve dont Grazu a besoin, alors Kamishiro se rend à la mine de Ryuei. En chemin, d'autres aventuriers discutent des rumeurs qui circulent. Outre les démons, ils ont entendu dire que toutes les herbes toxiques d'une zone voisine avaient soudainement dépéri du jour au lendemain. Comme si cela ne suffisait pas, plusieurs perturbations étranges ont également été signalées dans la forêt d'arbres blancs. C'est justement là où se trouvait Kamishiro il y a peu, et il se demande s'il a quelque chose à voir avec cela. Kamishiro est déposé près d'une écurie et entend une voix familière. Cette voix est furieuse car elle a demandé un destrier blanc pur capable de galoper à travers les cieux, mais elle n'a reçu qu'un gros oiseau. Ce n'est pas du tout un cheval, mais le propriétaire explique que tout ce qui peut transporter des marchandises est appelé cheval dans cette région. C'est vrai, même s'il s'agit d'un aigle géant ou d'un corbeau géant, alors la jeune fille s'excuse. Kamishiro vérifie de qui il s'agit et n'est pas surpris de voir que c'est la jeune elfe qu'il a rencontrée dans la forêt. Le propriétaire lui dit qu'elle aura peut-être plus de chances de trouver un pégase blanc dans un endroit appelé Vosrol. L'estomac de la jeune fille gargouille comme un fou à cause de la faim, alors elle commence son voyage vers le royaume de Dwarfen. Kamishiro se rend compte qu'elle se rend au même endroit que lui, mais il préfère se concentrer sur la collecte de matériaux sur le chemin de Vosrol. Bi adore les plants, alors les deux prennent leur temps pour trouver des champignons rares. Il y en a des tonnes dans cette région, Kamishiro la qualifie donc de véritable trésor d'ingrédients. Il y a même une plante appelée herbe de lune, et c'est la première chose que Kamishiro ramasse. Il faut un certain temps pour les cueillir correctement, mais Kamishiro dit qu'elles en valent la peine pour leurs propriétés anti-fatigue. À ce moment-là, Kamishiro entend un bruit terrifiant, mais il n'est pas surpris de découvrir qu'il provient de l'estomac de la jeune elfe. Elle a de nouveau désespérément besoin de nourriture et d'eau, alors Kamishiro rejoue la scène précédente en l'aidant. La jeune fille est bien sûr reconnaissante, mais elle empeste à nouveau le fumier de vache. Kamishiro utilise instinctivement son sort de purification, et la jeune fille est stupéfaite de se retrouver plus propre qu'elle ne l'a jamais été. Elle n'a aucune idée de ce qui vient de se passer, alors Kamishiro lui explique simplement qu'il ne pouvait pas rester les bras croisés et regarder une elfe tomber en disgrâce à cause de sa saleté. La jeune fille se présente sous le nom de Brolit et remercie notre héros de l'avoir aidé à 2 reprises. Kamishiro répond que ce n'est pas grave et s'en va, mais Brolit refuse de le laisser partir sans le remercier. Les elfes rendent toujours l'appareil, mais Kamishiro dit qu'il ne l'a pas aidé pour obtenir quelque chose en retour. Brolit insiste pour aider Kamishiro dans son travail et lui fait remarquer que son petit dragon l'approuve. Bi semble vraiment l'apprécier, alors Kamishiro accepte son aide jusqu'à ce qu'ils atteignent la prochaine ville. Il commence à rassembler des matériaux et Brolit annonce bruyamment qu'elle a trouvé quelque chose d'intéressant. Elle dit que c'est un excrément de fourmilier super précieux, mais en réalité, ce n'est qu'un caillou. Elle essaie à nouveau, mais finit par trouver des excréments d'animaux normaux. Sa dernière tentative aboutit à un champignon vénéneux, alors Kamishiro en conclut que son âge mental semble être le même que celui des abeilles. Avant la tombée de la nuit, Kamishiro se prépare à allumer un feu avec une gemme, mais Brolit veut aller chercher du bois. Elle explique qu'il est important de laisser des traces d'un feu de camp afin que les autres voyageurs sachent que cet endroit est sûr pour camper. Brolit part à la recherche de bois, mais Kamishiro est surpris lorsqu'elle revient avec une bûche entière. Brolit dit que ce ne sera pas un problème et fait preuve d'une habileté incroyable en coupant la bûche en morceaux parfaits. Kamishiro vérifie le niveau de ses lames et est stupéfait de constater qu'il s'agit d'armes de rang A. C'est la première fois qu'il en voit de près, et elles sont même imprégnées de pouvoirs spéciaux. Ce soir-là, Kamishiro prépare un délicieux repas. Brolit adore la texture moelleuse des boulettes, et les légumes ont une saveur incroyablement riche. Kamishiro explique qu'il se rend dans une mine pour chercher du minerai d'Hildra, et il demande à Brolit ce qu'elle fait.
Brolyt révèle qu'elle est à la recherche du Pégase blanc des cieux que sa sœur désire ardemment, et elle jure de ne laisser aucun obstacle se dresser sur son chemin. Kamishiro remarque que les choses ont pris une tournure très sérieuse, mais Brolyt ramène la conversation sur son repas. C'est au moins la 3e fois qu'elle mange sa cuisine, alors elle fait remarquer que sa dette envers lui ne cesse de croître. Kamishiro a une idée et lui dit qu'il peut simplement l'engager comme garde du corps. Brolyt est intrigué par son offre de le protéger des malfaiteurs et lui fait remarquer qu'elle pourrait aussi lui apprendre d'autres choses, comme ce qu'elle lui a dit à propos des feux de camp. Brolyt s'attendait à quelque chose de plus extrême, mais elle trouve que c'est une bonne idée. Elle pense que le destin les a réunis et accepte donc d'être sa garde du corps. Cette nuit-là, Kamishiro commence à regretter sa décision, car ses ronflements, qui s'ajoutent à ceux déjà bruyants de Bi, l'empêchent de dormir. Le lendemain matin, Kamishiro et son groupe, épuisés, atteignent la rivière qui se trouve juste avant le royaume des nains. Leur première étape est un restaurant où ils goûtent quelques spécialités naines. Ils disent tous les deux avoir un ami qui adore ce plat, et leurs 2 amis sont justement des hommes lézards. Kamishiro trouve cela incroyablement fortuit, mais il s'agit clairement de plus que cela lorsqu'elle précise que cet homme lézard est connu comme le roi dragon honoraire. Ils parlent évidemment tous les deux de Clay, qui se trouve justement dans ce restaurant. Clay n'arrive pas à croire que 2 de ses amis soient amis entre eux, mais surtout, il est contrarié que Kamishiro ait quitté la ville sans le prévenir. Kamishiro fait remarquer qu'il a dit à la guilde qu'il partait, mais Clay est furieux car c'était trop vague. Kamishiro révèle qu'il est dans le royaume des nains pour chercher du minerai d'Hydra, mais Clay fait remarquer que les personnes ayant le rang de Kamishiro ne peuvent même pas accepter de contrats miniers dans des endroits aussi dangereux. Kamishiro répond qu'il n'y avait pas d'autre solution, alors Clay explique à quel point la mine de Ryue est dangereuse. Clay espère simplement que Kamishiro recevra une récompense à la hauteur de ses efforts, ce que Kamishiro lui assure. Il révèle que Grazu va lui fabriquer la paire de ciseaux ultime, mais Clay a du mal à croire que ce soit tout ce qu'il obtiendra. Kamishiro souligne que ce lien d'amitié avec un forgeron de premier ordre sera formidable, car Grazu pourra lui fabriquer toutes sortes de choses. Clay ne peut s'empêcher de se demander à quel point Kamishiro est naïf, mais Kamishiro répond que les ciseaux sont plus importants qu'une épée pour un cueilleur comme lui. Kamishiro voit que Brolyt a fini de se gaver, il est donc temps de partir, mais avant cela, Clay déclare qu'il aidera Kamishiro dans la mine. Il se rendait de toute façon dans la même ville pour faire réparer sa lance, donc cela ne lui pose aucun problème. Kamishiro est trop surpris pour répondre, mais Brolyt le fait à sa place. Elle accueille Clay comme un nouveau garde du corps, mais il ne comprend pas de quoi elle parle. Brolyt explique qu'elle a voué sa vie à la protection de Kamishiro, et Clay aime bien l'idée d'être garde du corps. Ces deux-là sont manifestement des combattants compétents, mais pour une raison quelconque, Kamishiro se sent inquiet à propos de toute cette histoire. Peu après, nos héros découvrent que la file d'attente pour entrer dans la ville est énorme. Heureusement, Clay connaît l'un des gardes, qui leur propose de les laisser entrer. Le garde explique que la ville de Vazel a commencé comme une colonie minière construite à l'intérieur des grandes grottes laissées par l'extraction du fer. Cet endroit est gigantesque, et le garde souhaite la bienvenue à nos héros dans le royaume des nains. La ville souterraine est à couper le souffle, et le garde révèle que le roi a en fait demandé à Clay de venir le voir. Kamishiro n'en revient pas et Clay répond que c'est une relation compliquée. Pour le garde, il n'y a rien de compliqué à cela, car il révèle que c'est Clay qui a sauvé la ville du roi du tonnerre. Kamishiro n'avait aucune idée que Clay était un tel héros, mais Clay dit que ce n'est pas grand-chose. À l'époque, les nains étaient un peuple habile en forge, mais ils étaient incapables de manier les armes. À cause de cela, ils étaient contraints de payer un tribut à un seigneur démoniaque impitoyable. Cependant, lorsque ce démon aperçut Clay qui passait par hasard, il s'enfuit après l'avoir vu. C'est tout de même assez impressionnant, et le garde explique qu'ils ont érigé une statue en l'honneur de Clay pour commémorer ce jour. Clay est gêné de voir une statue à son effigie, mais Kamishiro lui dit de ne pas s'inquiéter, car elle ne lui ressemble pas beaucoup. Quand ils vont voir le roi, Clay se plaint immédiatement qu'ils aient fait une statue pour lui. Il est clair qu'ils entretiennent une bonne amitié, alors Kamishiro se présente officiellement. Le roi lui dit de ne pas être si formel et lui demande pourquoi il est venu dans le royaume des nains. Grazu a en fait donné à Kamishiro une lettre d'introduction à remettre au roi, dans laquelle il demande la permission d'entrer dans la mine de Ryue. Le roi explique qu'il y a quelques mois, cette mine est devenue un repère de démons après qu'un grand tremblement de terre ait secoué la région. Le roi est toutefois choqué lorsque Kamishiro lui dit qu'il est déjà conscient du danger et qu'il souhaite tout de même s'y rendre. Clay assure au roi qu'il protégera Kamishiro et explique que Brolyt est elle-même une guerrière redoutable. Avec Clay qui se porte garant pour eux, le roi décide de faire confiance à cette joyeuse bande d'aventuriers. Ils sont toutefois tous choqués lorsqu'il leur confie la tâche de découvrir la vérité derrière les troubles causés par les démons dans la mine de Ryue. Clay n'est toutefois pas surpris et accepte fièrement la mission. Kamishiro lui rappelle qu'il cherche simplement du minerai d'Hydra, mais il est trop tard, car Clay a déjà accepté la quête. Plus tard, le réceptionniste en chef de la guilde des aventuriers de la ville se présente. Il s'appelle Zombo et il les guidera à travers les tunnels. Il fait très sombre dans la mine,
et Broly est impressionné lorsque Kamishiro parvient à créer une lumière grâce à sa magie. Kamishiro jette alors un œil à la carte de la mine et utilise un sort de lecture dessus. Cela lui permet de la mémoriser, mais les membres de son groupe sont stupéfaits de le voir utiliser 2 sorts à la fois. Kamishiro ne veut toutefois pas en faire toute une histoire, et continue d'avancer. Dès qu'ils entrent, la capacité de Kamishiro détecte instantanément que la réaction minérale dans cette zone est très faible. Zombo est impressionné que Kamishiro ait pu le deviner rien qu'en regardant les murs, mais ils sont distraits lorsque Bi les avertit que quelque chose approche. Kamishiro utilise la recherche et il est surpris lorsqu'il détecte 2 monstres. Il s'agit en fait de 2 araignées géantes et Clay en élimine immédiatement une. Kamishiro étourdit l'autre et demande à Broly de l'achever avec ses dagues. Après une brève célébration, ils poursuivent leur chemin et Kamishiro sent que la concentration magique devient plus forte à mesure qu'il s'enfonce dans les profondeurs. Kamishiro s'éloigne des autres, mais Zombo lui fait remarquer qu'il se dirige vers une impasse. Cependant, le pouvoir de Kamishiro a détecté quelque chose, qui semble se trouver profondément enfoui dans les murs. Kamishiro demande à Zombo la permission d'essayer sa propre méthode d'extraction, et le nain l'y autorise. Kamishiro demande à tout le monde de reculer, et ils ne peuvent que se demander ce qu'il compte faire. Kamishiro explique qu'il met en place une barrière et durcit la surface, mais ce n'est que la préparation. Il lance ensuite des projectiles tout en activant son sort d'explosion, ce qui fait exploser complètement le mur. Il ne reste plus qu'une tonne de veines d'Hildrite, mais Kamishiro est déçu que ce ne soit pas du minerai d'Hildra. Zombo dit que le minerai d'Hildra n'est rien comparé à ce matériau, car les veines d'Hildrite sont extrêmement rares. Kamishiro l'analyse rapidement et découvre qu'il s'agit d'un matériau de rang A. Clay peut même sentir la magie qui s'en dégage et dit que c'est pratiquement une pierre magique. À ce moment-là, Bi prévient que quelque chose se trouve à proximité. Les autres vont voir ce que c'est, mais Zombo est horrifié par ce qu'il découvre. C'est son pire cauchemar, car le démon est apparu. Tout le groupe est terrifié, mais le comportement de Kamishiro a complètement changé. Il est devenu très sérieux et dit à tout le monde de le laisser s'occuper seul de cet ennemi. Les autres pensent qu'il est fou, mais Kamishiro leur demande simplement de le laisser s'en occuper. Il s'approche de la mystérieuse créature et Kamishiro déclare que cette proie lui appartient, à lui et à Bi. Bi est tout aussi sérieux et le monstre se révèle enfin. Kamishiro n'arrive pas à croire qu'un tel adversaire se trouve ici et sa bouche commence à saliver. C'est un monstre crabe, alors les yeux de Kamishiro et Bi s'illuminent à l'idée de le dévorer. Clay et Broly ne peuvent que regarder, stupéfaits, Bi et Kamishiro saliver devant leur dîner. Kamishiro doit calmer un peu le petit dragon, mais il a du mal à se contrôler. Il dit que le monstre est suffisamment frais pour être mangé cru, mais Clay lui rappelle que ce n'est pas le moment de faire la fête. Kamishiro se rappelle le danger dans lequel il se trouve lorsqu'il est contraint d'esquiver l'attaque du monstre, et Clay révèle que cette créature est un crabe tango, un monstre féroce de rang A, et qu'il faudra toute leur équipe pour le vaincre. Kamishiro empêche toutefois ses alliés de se joindre au combat, car il pense que ce crabe est le plat principal idéal. Il demande à Bi de le couvrir, mais lui ordonne de ne pas utiliser de feu ni de foudre. Kamishiro rit comme un fou et utilise les sorts, réduction rapide, et durcissement. Ses amis sont alors choqués lorsqu'il charge directement le crabe. Bi utilise son attaque sonore pour figer la bête sur place, et Kamishiro lui assène un puissant coup en plein visage. Notre héros est pris au dépourvu, car le monstre est beaucoup plus résistant qu'il n'y paraît et le repousse. Bi utilise un sort de gel pour l'empêcher de bouger à nouveau, et Kamishiro l'examine pour trouver son point faible. Une fois celui-ci trouvé, Kamishiro invoque des lances de glace et déclare qu'il est temps de mettre fin au combat. Ces éclats de glace recouvrent complètement la bête, et tout le monde est étonné de voir que Kamishiro et Bi ont réussi à la vaincre eux-mêmes. Clay ne peut s'empêcher de se demander pourquoi Kamishiro n'a pas voulu de leur aide, et il est clairement contrarié. Notre héros s'excuse de s'être laissé emporter et explique qu'il ne voulait tout simplement pas abîmer les parties comestibles du crabe. Les armes de Clay et Broly sont probablement couvertes de sang, et Kamishiro craignait que leur lame ne donne un goût horrible au crabe. Clay rappelle avec colère à Kamishiro qu'il est son garde du corps, mais Kamishiro souligne qu'il a de l'expérience dans la lutte contre les crabes. Clay ne peut nier que les pouvoirs magiques de Kamishiro sont hors du commun, mais il le supplie de faire confiance à ses coéquipiers dans les moments de danger. Il promet que ni lui ni Broly n'ignoreront jamais le jugement de Kamishiro, et qu'ils devraient donc compter davantage sur eux. Kamishiro et Bi s'excusent, mais Clay leur dit que ce n'est pas grave. Il est temps de transporter la bête, alors nos héros se remettent joyeusement au travail. Un peu plus tard, Kamishiro dit qu'ils ont pratiquement tout extrait dans cette zone, mais qu'ils captent encore des signaux puissants devant eux. S'ils creusent encore plus profondément, il y a de fortes chances qu'ils trouvent une quantité encore plus importante de ce qu'ils recherchent. Kamishiro ne cesse d'impressionner Zombo, car il a d'abord vaincu le démon, puis il a trouvé un gisement minéral entier rien que pour eux. Les larmes coulent sur son visage alors qu'il est ému, et il remercie Kamishiro d'avoir tenté d'aider le nain. À ce moment-là, Kamishiro prend conscience de quelque chose, il y a eu plusieurs perturbations à travers le pays, comme des tremblements de terre et des monstres réveillés par l'essence magique. Tout cela a commencé après qu'il ait aidé l'ancien dragon,
et Kamishiro se rend compte que ses actions ont eu un impact plus important qu'il ne le pensait. Cela semble logique, car il se souvient que le dieu a dit à Kamishiro qu'il serait une goutte d'eau dont les ondulations changeraient le monde entier. Kamishiro ne le faisait pas vraiment exprès, mais il pense maintenant qu'il est peut-être en train de changer le monde petit à petit. Si tel est le cas, Kamishiro espère simplement que ce sera un changement positif pour toutes les personnes qu'il a rencontrées en chemin. De retour au royaume, Kamishiro explique que leur mission est terminée et que le démon a disparu. Le roi a du mal à y croire, alors Zambo confirme qu'il l'a vu de ses propres yeux. C'est même difficile à croire pour lui, mais il s'est assuré de ne pas cligner des yeux une seule fois afin de ne rien manquer. Zambo insiste pour que Kamishiro montre le démon au roi, alors notre héros le fait apparaître. L'énorme démon fait trembler le sol, et le roi le regarde avec admiration. Il dégage une présence effrayante, et le roi félicite notre héros d'avoir vaincu cette créature terrifiante. Le roi veut lui offrir une énorme récompense, alors Kamishiro demande que sa récompense soit le démon lui-même. Outre le démon, Broly est ravi après avoir également reçu 3 millions de raves chacun. Kamishiro ne pense toutefois pas à l'argent, car il imagine simplement le sashimi qu'ils vont déguster. Les autres se demandent ce qu'il a en tête, et Kamishiro répond que la carapace dure du crabe pourrait être un excellent matériau pour fabriquer des ciseaux. Aujourd'hui a été une journée formidable, et il dit qu'ils ont donc beaucoup à espérer. Le lendemain, les choses ne font que s'améliorer, car Broly reçoit un véritable Pégase légendaire. C'est une autre récompense offerte par le roi, et Broly admire la belle silhouette du cheval. La lance de Clay est également réparée, ils peuvent donc rentrer chez eux. Malheureusement, Broly doit rentrer chez elle, car elle veut offrir le Pégase à sa sœur. Broly dit qu'elle a une dette énorme envers Kamishiro, une dette si grande qu'elle pourrait passer toute sa vie à la rembourser sans y parvenir. Kamishiro lui dit de ne pas s'inquiéter, car il a obtenu un crabe dans le cadre de cet échange, et il pense avoir fait une bonne affaire. Kamishiro dit au revoir à sa garde du corps, qui lui promet qu'ils se reverront un jour. Elle s'envole en riant comme une folle et leur dit de se préparer pour son retour. Quand ils reviennent à la guilde, Ariana est choquée de voir les deux aventuriers ensemble. Elle est encore plus choquée quand elle comprend qu'ils ont formé un groupe, mais Clay lui dit que ce n'est que temporaire. La lapine est toujours aussi enthousiaste à cette idée, alors elle court le dire aux autres employés de la guilde. Kamishiro fait remarquer qu'ils n'ont jamais accepté de faire équipe, mais Clay répond que cela pourrait fonctionner. Kamishiro a des tendances excentriques, et Clay pense qu'il pourrait être utile pour Kamishiro d'avoir quelqu'un pour garder un œil sur lui. Kamishiro pense que Clay peut parfois être un peu moralisateur, mais voyager avec lui ne serait peut-être pas si mal. Après discussion, les deux décident du nom de leur équipe. Ils y réfléchissent longuement et choisissent Azure Black Brigade. De retour à la boutique d'armes, Kamishiro donne à Grazu ce qu'il a demandé. Grazu et Ribble se mettent à trembler, alors Kamishiro leur explique qu'il a pensé qu'un hydride de haute pureté serait parfait pour forger une épée. Ils sont trop figés pour prononcer le moindre mot, alors Kamishiro craint que l'hydride soit en fait plus difficile à travailler lorsqu'il est trop pur. Il s'inquiète car ils voyagent depuis 1 heure maintenant, mais il s'avère qu'ils sont simplement plus heureux que jamais. Leur joie les fait même pleurer, et Ribble est si heureuse qu'ils ont demandé à Kamishiro de faire ce travail pour eux. L'hydrite est absolument parfaite, mais Grazu doit dire à son élève de se ressaisir. Ribble s'empresse de faire remarquer que Grazu pleure encore plus qu'elle, alors ils sanglotent dans les bras l'un de l'autre. Kamishiro est soulagé de voir à quel point ils sont heureux, et Grazu explique pourquoi c'est si formidable. Au cours de ses 120 années d'existence, Grazu n'a jamais vu autant d'hydrites au même endroit. C'est extrêmement rare, et cela fera une arme formidable. Kamishiro savait que sa qualité était élevée, mais il ne s'attendait pas à ce qu'il soit aussi ému. Ses résultats d'analyse indiquaient bien que l'hydrite était parfaite, mais il se dit qu'on ne peut jamais être sûr que quelque chose correspond exactement à ce que recherche un client. Au final, ce qui importe plus que la valeur marchande, c'est de donner au client exactement ce dont il a besoin. Kamishiro n'avait jamais pensé ainsi auparavant, et il se rend compte qu'il commence enfin à être fier d'être un collecteur. Il y a tellement d'hydrites qu'ils ne pourront même pas le payer pour tout, mais Kamishiro leur rappelle qu'il ne voulait qu'une paire de ciseaux sur mesure en échange. Il dit cependant que cela peut attendre, car il veut qu'il se concentre sur la fabrication d'une épée si bonne qu'elle remportera le premier prix lors de l'exposition. C'est incroyablement gentil de sa part, alors les deux forgerons promettent de faire de leur mieux. 2 semaines plus tard, Oued dit qu'il a cherché notre héros partout. Il a été convoqué par quelqu'un d'important, et Clay reconnaît le blason sur la lettre. Elle provient de la maison de la famille Luzelvac, et il s'agit très probablement du seigneur de ce territoire. C'est un seigneur territorial, alors Kamishiro pense que cela risque de causer des problèmes. Kamishiro tente de prétexter un mal de ventre, mais Clay ne veut pas entendre d'excuses pathétiques. Vie dit à notre héros de ne pas s'inquiéter, car le seigneur Belminant n'est pas un noble désagréable. Kamishiro lit la lettre, et Clay remarque que son nom figure à côté de celui de Kamishiro. Oued explique que le seigneur a appris que les deux hommes formaient une équipe, et qu'il a donc décidé de convoquer leur brigade. La lettre mentionnait quelque chose à propos de leur décerner des honneurs,
mais Kamishiro prédit qu'il y a autre chose derrière tout ça. Clay se demande s'il a entendu parler du dragon de Kamishiro, et Kamishiro est terrifié à l'idée que le Seigneur essaie de lui enlever Bee. Heureusement, le Seigneur n'est pas ce genre de personne, et Wade fait remarquer qu'il n'a de toute façon pas ce genre d'autorité. Clay dit que même s'il essayait de lui enlever Bee, il serait aux côtés de Kamishiro lorsqu'il quitterait le royaume. Kamishiro pense désormais que cette convocation est une bonne chose, car ils pourront aller sur la côte et manger davantage de sashimi. Wade n'en revient pas que Kamishiro et Bee soient toujours aussi enthousiastes à l'idée de manger de la viande de monstre. Sur le chemin qui les mène à la rencontre du Seigneur, Kamishiro remarque qu'ils attirent beaucoup l'attention. C'est tout à fait naturel, comme l'explique Clay, car être convoqué au manoir d'un seigneur est le rêve de tout aventurier. Kamishiro ne comprend pas pourquoi, alors Clay lui explique que tout changera pour un aventurier si le seigneur décide de le soutenir. Même les pires aventuriers gagnent en crédibilité lorsqu'un noble leur accorde sa bénédiction. Il pénètre dans le domaine du noble, et Kamishiro n'en revient pas de sa taille. Le château lui-même est encore plus impressionnant, et le majordome, Raymond, les guide à l'intérieur. Kamishiro est ensuite émerveillé par les servantes, car aucune d'entre elles ne détonne lorsqu'elles s'inclinent pour le saluer. À ce moment-là, une petite fille court vers eux et remarque immédiatement le dragon. Cette fille agaçante dit qu'elle s'attendait à un peu plus d'intelligence dans ses yeux, mais le juge acceptable. Elle ne perd pas de temps et déclare que le dragon lui appartient désormais, exigeant que Kamishiro le lui remette. Nos héros sont choqués pendant un instant, mais Kamishiro refuse rapidement. Cette fille n'a jamais entendu le mot « non » auparavant, elle ne comprend donc pas et explique son raisonnement. Elle dit que les dragons sont des créatures nobles, donc seul un noble est digne d'en posséder un. Clay la reconnaît comme étant Lady Tiari, et Kamishiro vérifie ses statistiques. C'est une enfant déraisonnable, Kamishiro se demande donc comment il va gérer cette situation. Il essaie de lui demander pourquoi elle pense avoir droit à son dragon, et sa réponse est simple, quelqu'un nommé Bernard lui a dit qu'un aventurier voyageait avec un dragon, et elle a tout simplement su qu'elle devait l'avoir. Il lui a également dit que lorsqu'elle avait affaire à des aventuriers ignorants, elle devait rester ferme et agir avec dignité pour les faire obéir. Kamishiro en conclut que Bernard est derrière tout cela, mais il se rend alors compte qu'il n'a aucune idée de qui est Bernard. Kamishiro lui dit simplement que Bee fait partie de sa famille et qu'il ne peut donc le confier à personne. Bee la salue poliment après qu'elle ait prononcé son nom, et elle est ravie qu'il lui ait répondu. Elle se rend compte à quel point ils sont tous les deux gentils et elle est maintenant gênée de leur avoir parlé si cruellement. Elle n'avait même pas envisagé à quel point leur lien était fort, alors elle s'excuse d'avoir essayé de les séparer. Tiari est ravie lorsque Bee lui pardonne, et elle le serre très fort dans ses bras. Kamishiro se demande pourquoi elle veut tellement un dragon, alors Tiari explique qu'elle voulait le montrer à sa mère. À ce moment-là, son père arrive et lui demande ce qu'elle fait. Kamishiro est stupéfait, car cet homme est très jeune et il est le seigneur de tout ce territoire. Il s'appelle Belminant et il est ravi de rencontrer enfin le cueilleur dont il a tant entendu parler. Belminant s'excuse pour le comportement de sa fille, mais Kamishiro lui dit de ne pas s'en faire. Belminant va droit au but et révèle qu'il n'y a qu'une seule raison pour laquelle il les a convoqués. Clay a le sentiment de savoir de quoi il s'agit, et Belminant confirme qu'il s'agit de sa femme, Melitoria. Elle est alitée depuis près de 6 mois et les médecins ne peuvent rien faire pour l'aider. Belminant a entendu des rumeurs au sujet de Kamishiro, en particulier une histoire concernant une famille qu'il a aidée. Selon ces rumeurs, un homme frêle du district de Bozo aurait soudainement retrouvé la santé en un jour grâce à l'intervention de Kamishiro. Belminant supplie alors Kamishiro d'utiliser son pouvoir extraordinaire et le prie de sauver sa femme. Kamishiro repense à la façon dont il a essayé de guérir Clay, mais il a également fini par le forcer à évoluer. Il craint que s'il perturbe à nouveau l'équilibre, on ne sache pas ce qui pourrait arriver. Comme Kamishiro ne répond pas, Belminant révèle que sa fille voulait un dragon à cause de sa mère. Dans quelques jours, Tiari devrait retourner à la capitale royale pour aller à l'école. Elle pensait pouvoir remonter le moral de sa mère en lui offrant une adorable créature qui resterait à son chevet. Belminant admet qu'elle peut parfois être naïve, mais il dit que Tiari a un cœur généreux. Le visage de Clay est bientôt couvert de larmes, car il n'arrive pas à croire à quel point cette histoire est triste. Kamishiro aimerait que son ami ne le regarde pas avec les larmes aux yeux, car il le culpabilise pour qu'il accepte. Bee est également en larmes, mais Kamishiro doit penser à toutes les conséquences. Belminant est un seigneur, et si quelque chose tourne mal avec la guérison, il aura de gros problèmes. Kamishiro ne peut toutefois pas s'en empêcher, et Belminant est ravi d'apprendre qu'il va les aider. Ils se rendent dans la chambre de Melitoria, et Kamishiro constate qu'elle n'a pas été aérée depuis des jours. Melitoria salue son mari bien-aimé, et Kamishiro est choqué par son apparence maladive. Belminant lui révèle qu'il a fait venir l'homme dont on dit qu'il guérit les maladies grâce à un pouvoir mystérieux, et il appelle Kamishiro. Kamishiro aimerait d'abord faire entrer un peu de lumière, mais Belminant s'y oppose. Il explique que sa femme est sensible à la lumière du soleil, alors Kamishiro se met au travail. Son examen révèle qu'elle est rongée par la maladie. Elle souffre d'au moins 5 problèmes graves et plusieurs de ses organes sont défaillants. Kamishiro peut plus ou moins déterminer ce qui ne va pas chez elle,
et Belminan veut désespérément savoir s'il peut la guérir. Kamichiro est convaincu qu'il peut traiter ses symptômes, tels que sa sensibilité à la lumière, ses douleurs articulaires et ses vertiges. Les autres problèmes ne poseront pas de difficultés, mais Kamichiro pense qu'elle souffre de troubles plus graves, certains, comme l'empoisonnement à l'ivoire, lui sont totalement inconnus, mais il pense que le fait de s'occuper de ce qu'il peut devrait aider un peu. Clay voit bien que Kamichiro est inquiet, alors Kamichiro explique que tout est une question de confiance. Il souligne qu'il n'est qu'un aventurier inconnu et demande à Belminan s'il est vraiment prêt à confier la vie de sa femme entre ses mains. Melitoria fera ce que son mari décidera, et elle explique qu'elle n'attend pas de miracle. Elle se met à pleurer en révélant qu'elle veut juste serrer Thierry dans ses bras à nouveau. Cela lui suffirait, alors Belminan supplie Kamichiro de sauver sa femme. Une fois cela réglé, Kamichiro déclare qu'il est temps de commencer. Merci d'avoir regardé mon résumé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo.